Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'il fallait fumer une cigarette pour soigner une grippe? Ou est-ce que vous avez déjà entendu dire que boire du coca pouvait être bon pour votre santé? Est-ce que vous êtes même déjà demandé comment il était possible qu'un sommet pour lutter contre le changement climatique se tienne à Dubaï? Eh bien tout ça, c'est une histoire de lobbying. Bienvenue dans un monde incroyable où grâce à des millions, grâce à de la corruption, grâce à des manipulations, tout devient possible, même les plus grandes absurdités. Et ça serait pas si drôle si ça n'avait pas des conséquences énormes et tragiques sur nos vies quotidiennes. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que les arcanes du pouvoir, et notamment les lobbies pétrole, j'y ai affaire depuis quelques années. J'ai créé une institution financière qui est leader sur son marché en France et qui permet de dépenser, d'épargner et d'investir dans les nouvelles technologies et les nouvelles entreprises qui limitent le changement climatique. Et cette institution financière, elle s'appelle Greengot, et si notre croissance est très rapide, avec déjà plus d'1 milliard d'euros de transactions et plus de 100 millions d'euros sous gestion, c'est pour une seule et bonne raison, c'est parce que c'est la première fois qu'un produit financier a un double profit. Faire grandir votre épargne avec des performances solides, et le second profit, c'est de faire le tout sans défoncer le climat, l'environnement, mais au contraire en le protégeant. Enfin, ça, je vous laisse juger, parce que chez Greengot, tout est 100% transparent. Les investissements, nos limites, et même les salaires des dirigeants. Donc vous pouvez consulter tout ça, et je vous mets le lien en description. Alors vous comprenez bien que les lobbies pétrole, on les connaît bien, mais c'est rien par rapport à ce qui se passe actuellement aux États-Unis, et notamment en période juste avant les élections. Donc accrochez-vous, je vous raconte. Nous sommes en 2019. Kamala Harris se présente alors aux primaires des démocrates. En pleine campagne, elle déclare ceci. There's no question I'm in favor of banning fracking. Je suis déterminée à mettre fin au fracking une bonne fois pour toutes. Alors ses supporters applaudissent et beaucoup y voient même l'espoir d'une révolution verte. Et le fracking, ce qu'on appelle aussi la fracturation hydraulique en français, c'est une méthode utilisée pour extraire du gaz et du pétrole de roches qui sont en fait souterraines en injectant un mélange d'eau, de sable et de plein de produits chimiques sous très très haute pression. Et ça, c'est une technique qui est largement décriée pour ses effets absolument dévastateurs sur l'environnement. Car cette technique, en fait, elle pollue directement les nappes phréatiques et donc l'eau du robinet des populations locales. Vous avez peut-être déjà vu ces images qui sont impressionnantes et qui, moi, m'avaient absolument bouleversé. Et c'est pas tout. En fait, en fragilisant le souterrain, ça augmente aussi le risque de tremblement de terre en local, donc sous les maisons. Donc là, vous allez me dire que toute personne normalement constituée serait plutôt pour garder l'eau saine et avoir une terre qui ne menace pas de s'écrouler. Eh bien, c'était le cas de Kamala Harris, qui a toujours été très critique à l'égard du fracking et qui avait promis de l'interdire, notamment sur les terres fédérales. Mais ça, c'était avant le lundi 9 septembre 2024. Ce jour-là, Kamala Harris, elle n'est pas candidate à la primaire du Parti démocrate, elle est candidate aux élections présidentielles. Vous le savez tous, Biden a abandonné Kamala Harris, sa vice-présidente, l'a remplacée dans la course. Et ce jour-là, Kamala Harris, elle va faire une volte-face, un demi-tour spectaculaire. I will not ban fracking. I have not banned fracking as Vice President of the United States, and in fact, I was the tie-breaking vote on the Inflation Reduction Act, which opened new leases for fracking. Alors pourquoi un tel retournement de veste ? La question, elle est pas tant de savoir pourquoi, mais par qui. Et la réponse, je vous la donne dans le mille, les lobbies. Ces lobbies, ils ont activé plusieurs leviers extrêmement puissants pour faire changer de bord Kamala Harris sur ce sujet, alors qu'elle avait une position qui était très forte. Et parmi ces leviers, on retrouve la manipulation des populations, et notamment celle de Pennsylvanie, et l'argent, les millions pour les candidats aux élections présidentielles, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Alors pour comprendre le premier point, c'est-à-dire la manipulation des populations, il faut comprendre que la Pennsylvanie, en fait, c'est un état qui dépend très fortement des énergies fossiles. Historiquement, on peut même dire que l'industrie pétrolière mondiale, elle est née à la fin du 19e siècle en Pennsylvanie. Et aujourd'hui, la Pennsylvanie, elle produit plus beaucoup de pétrole, mais elle reste l'un des plus grands producteurs de charbon et de gaz du pays. Donc, c'est un secteur qui emploie beaucoup de monde et c'est un état qui, de base, est pas très Greta-friendly. Et il se trouve que cet état de Pennsylvanie, c'est un état clé pour les élections américaines. C'est un état dans lequel peut se jouer toutes les prochaines élections, c'est ce qu'on appelle un swing state. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais vous le savez, le système américain fait qu'un seul état peut faire basculer
toute une élection. Et c'est surtout le cas quand il s'agit d'un swing state, c'est-à-dire un État qui a voté démocrate en 2020, mais qui était républicain en 2016. Alors pour gagner les prochaines élections, Kamala Harris, elle tente de récupérer coûte que coûte les centaines de milliers de voix des électeurs qui, eux, ont été chauffés à blanc et convaincus par les lobbies qu'ils perdraient tout bonnement leur travail si elle devenait présidente. Sauf que pour info, une présidente des États-Unis, il pourrait même pas bannir le fracking de Pennsylvanie. Donc c'est vraiment une fake news. Il y a juste un acte du Congrès qui pourrait accomplir ça. Mais bon, c'est pas la question. Et c'est même pas une question de droit, c'est une question de ressenti en fait. De vision long terme d'une industrie qui met toutes les cartes de son côté pour pas mourir. Et le second levier que les lobbies ont actionné, c'est évidemment l'argent. Alors tout est argent, évidemment, mais là c'est l'argent directement dans les poches des campagnes, des partis et des politiques. Kamala Harris, en prenant cette position sur le fracking, elle adresse un message très clair aux géants de l'industrie des fossiles sur leur propre terre. En fait, elle leur dit que si les démocrates sont élus, ils sauront eux aussi être souples avec eux. Et ce qu'elle a en tête en faisant ça, c'est la recherche de financement, potentiel évidemment, mais en tout cas l'espoir d'un ralentissement des dons par ces majors pétrolières au Parti républicain. Parce qu'aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, l'argent, c'est le nerf de la guerre politique. Et contrairement à la France, où les budgets sont plafonnés, ils sont contrôlés, eh bien aux États-Unis, même s'ils sont théoriquement plafonnés, les lobbies, ils ont trouvé des moyens de contourner les plafonds, ce qui rend le tout mais complètement hors de contrôle. Pour vous donner une idée, la campagne de 2020 qui a été gagnée par Joe Biden contre Donald Trump, on s'en souvient tous, elle a coûté plus de 1 milliard de dollars à Joe Biden et plus de 800 millions de dollars à Trump. Ça part dans tous les sens, dans un déluge de dollars. Et ces financements, tout le monde peut y participer, du simple citoyen à la plus grande multinationale. Donc autant vous dire que les géants des énergies fossiles, ils l'ont bien compris et ils s'en donnent à cœur joie. Mais ce n'est que l'une de leurs techniques pour influencer la politique américaine et continuer à régner d'une certaine manière sur l'économie. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ils s'y prennent, quelles sont les autres stratégies et surtout ce qui se trame dans les coulisses des lobbies fossiles. Alors pourquoi les majors font du lobbying ? Quand on pense au premier producteur mondial de pétrole, on pense souvent à l'Arabie Saoudite ou même à la Russie. Alors qu'en fait, ce sont les États-Unis qui sont les premiers producteurs mondiaux de pétrole avec plus de 13 millions de barils de pétrole par jour. L'Arabie Saoudite par exemple c'est 10,5. Donc c'est énorme. Et donc logiquement, l'industrie pétrolière aux États-Unis, c'est un marché qui engrange plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Mais derrière ces chiffres impressionnant, se cache une réalité bien moins reluisante et un véritable enjeu de survie pour ces entreprises du secteur. Tout d'abord parce que la rentabilité, elle est en baisse. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, il faut creuser de plus en plus profond pour trouver du pétrole en utilisant des techniques qui sont de plus en plus sophistiquées et donc de plus en plus chères. Le taux de retour énergétique du pétrole américain au début du XXe siècle, donc en 1900, il était de 100. C'est-à-dire qu'avec un baril de pétrole, donc l'énergie d'un baril de pétrole, vous pouviez extraire 100 barils de pétrole. Aujourd'hui, ce rapport, il est en dessous de 10. Ça veut dire qu'avec un seul baril de pétrole, vous pouvez en extraire plus que 10. Et ça parce que c'est plus dur, que le pétrole il est plus profond et pour plein d'autres raisons. Jusqu'à présent, il leur suffisait juste d'augmenter les prix pour préserver leur marge. Mais voilà, avec l'essor des énergies pas carbone, avec les immenses progrès réalisés ces dernières années, ces majors pétrolières, elles ont du mal à rester compétitives. Et pendant que les secteurs de la transition écologique et énergétique, eux attirent les talents, eux progressent chaque jour vers de meilleurs rendements et font de plus en plus de bénéfices, la vieille industrie fossile, elle lutte pour ne pas décliner. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que ces entreprises, elles font également face à des pressions croissantes des autorités internationales, des pressions croissantes des populations pour réduire leur empreinte carbone, et aussi à des pressions pour contribuer à la transition zéro carbone. Alors, devant tout ça, cette industrie fossile, elle va utiliser une technique qu'utilisent souvent les industries déclinantes qui se sentent menacées. Plutôt que de jouer sur le terrain de la compétitivité économique, elle va jouer sur le terrain de la politique. En gros, elle va dépenser son argent, elle va tirer ses ficelles pour financer, parfois même corrompre et aller beaucoup plus loin que ça, et mettre des bâtons dans les roues de ses adversaires. Et dans cette vidéo, on va voir comment les lobbies fossiles font pour acheter des politiques, font pour placer leurs soldats, très important, font pour instaurer le doute dans les populations et font pour même faire du chantage, notamment du chantage à l'emploi, pour influencer des situations.
Alors l'influence des lobbies du secteur de l'énergie, elle date pas d'hier, hein. Vous le savez peut-être pas, mais dans les années 40, l'énergie que tout le monde donnait gagnante aux États-Unis pour l'avenir, c'était l'énergie solaire. Elle était partout. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les années 50, environ 80% des foyers en Floride étaient équipés de chauffe-eau solaires. Et la biophysicienne du MIT assez connue, Maria Telkes, j'avoue que je sais pas du tout comment prononcer son nom, et ben elle avait même conçu une maison qui était capable de subvenir jusqu'à 75% de ses besoins énergétiques juste grâce à l'énergie solaire. Et ça donc dans les années 50. Mais c'était sans compter sur l'industrie du charbon et sur les grandes compagnies d'électricité, comme General Electric à l'époque, qui voyaient cette technologie d'un très mauvais œil pour leur profit et leurs bénéfices à eux. C'est logique. Leurs dirigeants craignaient, certainement à juste titre, que le solaire ne réduise leur part de marché. Alors ils ont lancé des campagnes massives pour discréditer ces technologies, donc campagnes de com, marketing et tout ça. Et ils ont aussi conclu des accords avec les promoteurs immobiliers de l'époque. Je rappelle qu'on est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a énormément de construction. Et ces accords, ils le font afin de garantir en fait que les nouvelles maisons, elles soient systématiquement branchées, raccordées à leur réseau électrique pour ne pas donner le choix, tout simplement aux consommateurs, aux personnes qui allaient acheter ces maisons, et pour leur imposer leur électricité carbonée via leur réseau. C'est donc comme ça, à coup de campagne de pub, à coup de gros arrangements, que les technologies de l'énergie solaire, à cette époque, elles ont presque disparu. Et tout ça, c'est bien dommage, parce qu'on aurait peut-être été un peu moins dans la mouise niveau réchauffement climatique aujourd'hui, quand on sait que l'électricité domestique aux États-Unis, c'est 6% des émissions de CO2 du pays. Ça correspond, pour vous donner une idée, à la moitié des émissions de CO2 de la France. Et c'est loin, loin d'être le seul exemple. Vous voyez les anciennes cartes postales de vos villes préférées? Si vous regardez avec attention, vous voyez des tramways partout. Du transport en commun, en veux-tu, en voilà. À l'époque, ce sont les lobbies des voitures et du pétrole aussi qui ont tout fait pour retirer ces tramways et pour booster les ventes de voitures individuelles. Encore une fois, c'est très dommage quand on sait que la voiture aux États-Unis, c'est 22% des émissions du pays. Évidemment, ça n'aurait pas permis de tout remplacer, mais ça aurait au moins permis de bien diminuer ce chiffre. Mais alors, comment les lobbyistes font concrètement? Le premier levier, c'est un savoureux mélange d'argent et de politique. L'argent, vous l'aurez compris, c'est l'arme principale des lobbies fossiles, mais d'ailleurs de tous les lobbies. Et l'argent politique, c'est encore plus qu'ailleurs le nerf de la guerre. Donc en gros, ça arrose de partout. En France, comme je vous l'ai dit, il y a des plafonds. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de lobby, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption. Mais il y a des plafonds. Et les candidats, ils ne peuvent pas dépasser 23 millions d'euros pour leur campagne, ce qui est déjà pas mal. Mais aux États-Unis, c'est nos limites. Enfin, si. Il y a une limite. Les organisations, elles peuvent pas donner plus de 5 000 $ par candidat, mais ça c'est en théorie. Parce que je vais vous expliquer comment est-ce que les lobbies et n'importe quelle organisation ont réussi en fait à contourner ça. Et je vous le rappelle, mais la campagne de Joe Biden, elle a coûté plus de 1 milliard de dollars en 2020. Celle de Trump, plus de 800 millions. Parce qu'il en faut des millions pour ces événements, pour ces spots de pub, pour ces porte-à-porte, pour toutes ces casquettes couleurs vives. Et d'ailleurs, depuis 2020, systématiquement, c'est le candidat qui lève le plus d'argent qui est le candidat qui gagne. Sauf une fois. Une fois, en 2016, c'est Donald Trump qui avait gagné contre Hillary Clinton alors qu'il avait levé moins d'argent. Mais c'est la seule exception. Et les lobbies des énergies fossiles, ils ont bien compris tout ça. Alors en échange de promesses pour les avantager dans leur business, ils arrosent littéralement leurs candidats, et en l'occurrence, surtout les républicains, même si les démocrates ne sont pas en reste. Rien qu'entre 1998 et 2021, ExxonMobil, donc c'est une grosse majeure pétrolière, a dépensé plus de 240 millions de dollars en lobbying à Washington, ce qui a influencé directement la législation énergétique et climatique. Et ces montants, ils sont difficiles, voire impossibles à contrôler et à mesurer. Mais vous allez me dire comment ça se fait, puisque en théorie, les organisations, donc ExxonMobil par exemple, ne peuvent pas donner plus de 5 000 $ par candidat dans ce qu'on appelle des PAC, donc des Political Action Committee. Eh bien, il y a environ 15 ans, il y a une nouvelle loi qui a autorisé, elle, les super PAC. Les super PAC, ce sont des organisations indépendantes, des candidats et de leurs équipes. Super PAC, as Ed mentioned, is a political action committee that can gather unlimited funds from individuals, corporations, unions, other organizations, other PACs to finance campaign independent expenditures. En gros, ces super PAC, elles peuvent faire absolument
tout ce qu'elles veulent, promouvoir des idées d'un candidat, combattre ses idées, promouvoir d'autres idées. Bref, elles sont soi-disant indépendantes, même quand elles font des clips qui crient Vive Trump. Et elle est justement là, la faille. Pour financer ces super PAC, il n'y a aucune limite. Le site Open Secrets a révélé qu'en 2021, par exemple, les super PAC, financés par le lobby fossile, auraient donné plus de 12 millions de dollars aux candidats. Et derrière, l'idée est simple. On finance vos campagnes, et en échange, si vous êtes élu, vous faites ce qu'on vous demande. Ou en tout cas, vous nous tapez pas dessus. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait Donald Trump durant son mandat en 2017. Il a obtenu plus de 13 millions de dollars des entreprises d'énergie fossile, et en échange, il s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat de la COP21. À l'époque, tous les pays du monde y sont, sauf le Yémen, sauf la Libye, sauf la Syrie et l'Érythrée, et les USA. Car soi-disant, l'accord nuit à l'économie américaine. Il a aussi démantelé le Clean Power Plan, mis en place par l'administration d'Obama, qui visait à réduire les émissions de carbone des centrales électriques, et en particulier celles qui fonctionnaient au charbon. En remplacement, son administration a introduit l'Affordable Clean Energy Rule, qui permet aux États de faire absolument tout ce qu'ils veulent sur le sujet. Il a aussi abaissé les normes environnementales sur le méthane, sur les voitures. Il a aussi réduit toutes les mesures de protection des réserves en eau. Et la liste est loin d'être finie. Et pour les élections de 2024, le candidat Donald Trump a fait encore pire. Il a réuni les grands pétroliers comme ExxonMobil, comme Chevron, comme ConocoPhillips dans sa villa à Mar-a-Lago en Floride. Et il leur a promis que s'il était élu, il reviendrait sur tout ce qu'avait fait Joe Biden pour le climat. Donc en gros, fini les objectifs de neutralité carbone, fini les aides aux infrastructures décarbonées, fini la réglementation stricte sur le méthane par exemple. Ça serait objectivement une vraie catastrophe écologique. Et si cet argent, il va largement au camp républicain, le parti démocrate n'est pas en reste. Kamala Harris et Joe Biden ont eux aussi reçu plusieurs millions de dollars pour la campagne de 2020 et celle de 2024 de la part de grosses majors pétrolières. Comme ça, les majors, elles sont couvertes des deux côtés, peu importe l'issue de l'élection. Donc voilà pourquoi Kamala Harris, elle se retrouve à dire que le fracking, c'est pas si mal en fait. Et là, je vous parle au niveau fédéral, mais c'est encore pire au niveau des États. Parce que vous le savez, les États-Unis, c'est un pays fédéral, donc c'est très décentralisé. Les États ont beaucoup de pouvoir, et notamment au niveau de la politique énergétique des États. Donc les lobbies, ils agissent aussi au niveau des États, logique. Un exemple, Greg Abbott, gouverneur républicain du Texas. Texas, premier producteur de pétrole du pays. Il a reçu en 2015 plus de 26 millions de dollars de la part d'entreprises pétrolières comme Chevron ou ExxonMobil. Et en échange, il a tout simplement adopté des lois interdisant aux villes de limiter le fracking. Il a aussi fait accélérer la vitesse d'obtention des permis de forage. Il a permis l'extension des pipelines et a attaqué l'Environmental Protection Agency en justice, et j'espère que vous appréciez mon accent. Et il a même fait passer une loi interdisant les entreprises texanes de boycotter les compagnies énergétiques fossiles. Donc pas de ESG et tout ça et tout, non, vous travaillez avec le fossile. Donc vous avez bien entendu, ça fait un paquet de mesures qui sont pas folles pour la planète et qui sont des vrais pactoles pour les entreprises du fossile. Et le comble de l'absurdité, là vous allez rire, en tout cas moi j'ai ri, c'est que notre cher BNP Paribas, souvent pointé du doigt par les ONG comme l'un des principaux financeurs d'énergie fossile en Europe, elle a été boycottée au Texas en raison de sa communication jugée trop verte. Voilà, sans commentaire. Et une autre aberration, les assureurs par exemple qui ont décidé de rejoindre une coalition verte, eux aussi ont été attaqués dans presque tous les États. Des responsables politiques ont reçu de généreux cadeaux de la part des majors pétrolières pour aller dans leur sens. Allez, pour le plaisir. Mitch McConnell, dans le Kentucky, 3,6 millions de dollars. Jim Inhofe, en Oklahoma, 2 millions de dollars. Lindsey Graham, en Caroline du Sud, 1,5 million de dollars. Tom Cotton, en Arkansas, 2 millions de dollars. Kevin McCarthy, en Californie, 1,5 million de dollars. Et je m'arrête là parce que la liste, elle est longue. Elle est encore très longue. Et si la majorité des élus bénéficiant des faveurs des compagnies pétrolières sont républicains, il y a aussi des démocrates, comme par exemple Joe Manchin, qui est le sénateur du Virginie occidentale et qui est un fervent défenseur du charbon et qui a reçu plus d'1 million de dollars pour ça. D'ailleurs, ce sénateur détient beaucoup d'actions dans Enersystem, qui est une société charbonnière qui lui a rapporté des revenus annuels de plus de 500 000 dollars certaines années. Mais c'est pas tout, parce qu'elles sont fortes ces majors. Leur deuxième grande stratégie, tout aussi efficace, si ce n'est plus, c'est le placement de leurs anciens cadres dirigeants à des postes stratégiques dans le gouvernement. L'objectif ici, il est carrément d'écrire et de faire voter des lois en faveur d'eux, de leurs industries.
Et des exemples, il y en a plein. Andrew Wheeler, ancien lobbyiste pour la compagnie charbonnière Murray Energy, il est devenu administrateur de l'EPA sous Trump. Donc en fait, le mec, il était lobbyiste pour le charbon et on l'envoie à la direction de l'Agence pour l'environnement. Donc il a évidemment démantelé, sans grande surprise, toutes les régulations environnementales favorables à l'industrie fossile. Il y a aussi David Bernhardt, donc c'est un de mes exemples préférés, parce que lui, c'était l'équivalent du ministre de l'Intérieur de Donald Trump. C'était aussi un ancien lobbyiste pétrolier qui a favorisé l'expansion de tous les forages pétroliers sur les terres publiques fédérales. Ou encore Charles McConnell, qui est un ancien directeur de chez BP et Shell, qui a été nommé secrétaire adjoint de l'énergie sous Barack Obama, où il a soutenu la promotion des énergies fossiles. Et enfin, le cas de Rex Tillerson, l'incroyable cas de Rex Tillerson, qui est l'ancien PDG d'ExxonMobil, qui a été nommé secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, sous Donald Trump en 2017. Et avec lui, on pouvait s'attendre au pire, mais au final, il a tenu tête à Donald Trump sur certains sujets, ce qui lui a coûté plus ou moins son poste, puisqu'il a pas fait long feu. Donc les compagnies fossiles, elles financent les candidats, elles placent leurs pions pour faire changer les lois, mais à la fin, ce sont les citoyens et les citoyennes qui votent. Et les citoyens et les citoyennes, il y a une grosse partie quand même qui sait que le changement climatique, il est bien là, qui sait a priori que l'homme en est responsable, ou en tout cas que son environnement change à cause d'un forage qui est à 50 mètres de sa maison. Et il y a de plus en plus de scientifiques qui le disent d'une voix, que brûler les énergies fossiles, c'est réchauffer encore plus l'atmosphère, et donc c'est accentuer le changement climatique et les impacts qu'il y a sur leur maison, nos maisons. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais votre argent à la banque finance très certainement, directement ou indirectement, les énergies fossiles. Ce qui veut dire que vous, sans le savoir, vous financez avec votre argent, parce que vous travaillez toute votre vie, cette industrie. Et ça, c'est un double risque pour le climat, évidemment, car financer les énergies fossiles, c'est permettre de développer ces énergies et donc d'émettre encore plus de gaz à effet de serre. Mais le second risque, c'est celui pour votre argent. C'est ce qu'on appelle le risque des actifs fossiles échoués. Et ça pourrait coûter très cher aux petits épargnants et même leur faire perdre leur épargne. C'est ce qu'un rapport du Parlement européen pointe, par exemple, récemment. Et on a justement fait une vidéo à ce sujet, elle apparaît à l'écran, et vous pouvez aussi la retrouver en description si le sujet vous intéresse. Et chez Greengut, c'est justement pour éviter ce risque climatique et pour votre épargne, et vous redonner le pouvoir sur le monde que votre argent finance, qu'on a construit un produit qui finance uniquement les secteurs qui sont porteurs pour l'avenir et donc la transition écologique. D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant télécharger l'app et créer votre profil. C'est gratuit. Mais revenons à nos moutons, à nos lobbyistes. Comment est-ce qu'ils font ? Comment est-ce qu'on peut faire croire aux électeurs qu'en fait, la crise climatique, c'est n'importe quoi, que le réchauffement climatique, c'est pas vrai, c'est pas grave, que c'est pas rapide, ou encore que c'est pas l'homme qui est responsable, ou encore plus localement que leur eau, maintenant est plus potable, mais c'est pas de leur faute, ou que si les maisons s'écroulent, ça n'a aucun lien avec leur forage. Eh bien, la première étape, c'est de faire douter. Douter sur l'existence d'un consensus scientifique pour dire qu'en fait, les scientifiques ne sont pas d'accord. C'est exactement ce que fait la Cato Institute, un think tank libertarien financé par Koch Industries, une multinationale active dans le pétrole et le gaz et les produits chimiques, qui participe au financement d'études mettant fallacieusement en doute le consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de produire des études en achetant des scientifiques. C'est par exemple le cas de cet astrophysicien Willy Soon, qui est financé par la Southern Company, qui publie plusieurs articles niant que le réchauffement climatique, il est dû à l'homme, que c'est à cause des variations solaires. On a aussi le cas des think tanks, qui prennent d'ailleurs de jolis noms, comme le Heartland Institute, et son rapport du NIPCC, donc Non-Governmental International Panel on Climate Change, qui vient contester le GIEC, ou encore, toujours avec un très beau nom, la CO2 Coalition, qui affirme que le CO2, c'est bon pour la planète, qu'il en faudrait même plus. Et après avoir fait tout ça, la troisième étape, c'est de partager ces études. Et elles sont diffusées massivement sur notamment un réseau social, X ou Twitter pour les anciens. Il y a par exemple le Climate Change Hoax, qui a été repris des dizaines de milliers de fois par des bots et des trolls qui mettaient en avant l'étude du NYPCC. D'ailleurs, une étude a montré qu'entre décembre 2021 et juillet 2022, 30 000 tweets par semaine étaient climato-sceptiques. Et depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, ce nombre il a été multiplié par 3. Pour se rendre compte de l'ampleur de la désinformation sur le changement climatique, il suffit d'aller faire un tour sur X, sur Twitter. Et le fracking, ce qu'on appelle aussi la fracturation hydraulique en français, sortez les popcorn, parce qu'on en rigolerait presque si notre avenir n'était pas en jeu. Et maintenant, le dernier levier dont je vais vous parler,
c'est probablement le levier le plus complexe. L'industrie des combustibles fossiles, des énergies fossiles, des fossiles, il emploie environ 1 million d'Américains, principalement des hommes, concentrés dans quelques États seulement. Et ça, c'est important de le savoir, parce que ça veut dire qu'ils peuvent faire pression sur les politiques. Et leur message, il est clair. Si vous nous mettez des bâtons dans les roues, alors nous allons fermer nos puits, nos centrales, nos industries, et ça mettra sur le carreau des milliers d'Américains, et ça profitera aux Chinois, car nos industries, elles seront remplacées par les leurs, et le charbon américain, il sera remplacé par le solaire chinois. Et ça, c'est une véritable arme, parce que 1 million de votants peuvent faire basculer des élections aux États-Unis. Mais c'est surtout très compliqué d'assumer une telle décision pour n'importe quel politique, d'autant plus dans un pays dans lequel la protection des travailleurs et des travailleuses au chômage n'existe pratiquement pas. Et là-dessus, il y a une histoire très intéressante. Ça s'est passé dans le Colorado en 2018. Il y a une loi qui proposait d'augmenter la distance minimale qu'il y a entre des puits de fracking et des habitations. Donc passer de 150 mètres à 760 mètres entre le puits et les maisons pour que l'eau reste potable et que les maisons ne s'écroulent pas. Dans cette loi, il y a des enjeux qui sont plutôt sociaux. Et pour se dédouaner de toute responsabilité, les politiques ont choisi une option très intelligente, le référendum. Comme ça, c'est le peuple, pour le peuple, par le peuple qui décide de pénaliser ou non le fracking. Et c'est lui qui choisit, c'est pas une décision à assumer par le politique. Alors quand la loi est annoncée, le vote était largement donné pour cette interdiction. Oui, mais évidemment les lobbies n'allaient pas laisser faire. Et des géants comme Anadarko Petroleum ou Noble Energy n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils ont créé un groupe de contestation citoyen appelé Protect Colorado et ils ont donné 41 millions de dollars à ce groupe pour influencer l'opinion publique contre cette proposition. Et ça avec un argument très simple. Cette loi, elle mettrait en péril des milliers d'emplois et causerait une hausse du prix de l'énergie. Donc double sanction niveau social. Ils sont même allés jusqu'à organiser des manifestations devant la mairie et accusant les militants écologiques de vouloir détruire l'économie sociale et leurs emplois. Et cette campagne de désinformation, elle a fini par faire basculer le vote en défaveur de la loi. De très très peu, mais ça a réussi. Et ça illustre parfaitement comment l'argent et les manipulations publiques, elles peuvent saboter des mesures écologiques cruciales qui sont à la base complètement soutenues et favorables pour les populations. Et ce qui est encore plus fou, c'est que quand on regarde les chiffres niveau macro, il y a de nombreuses études qui montrent qu'il y a déjà 3 fois plus d'emplois aux États-Unis dans les industries alignées avec les objectifs climatiques ambitieux, 3 fois plus donc que dans les industries fossiles. Donc l'argument des emplois, il est même pas tenable quand on regarde les chiffres. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, et pour finir sur une note un peu plus joyeuse, je vais vous parler des résistances et des victoires écologiques, car chez Green God, on aime les victoires évidemment, surtout quand c'est David qui gagne contre Goliath, ou la transition qui gagne sur l'ancien monde. Et aujourd'hui, a priori, il n'y a plus personne qui fume une bonne cigarette pour soigner sa toux. D'ailleurs, le taux de fumeurs aux États-Unis, il est passé de 40% à 14% aujourd'hui. Et en ce qui concerne les énergies fossiles, malgré les pressions des lobbies, certains leaders politiques réussissent à s'opposer à ces pressions. Par exemple, en 2024, Gavin Newsom, qui est alors gouverneur de Californie, il signe une loi interdisant progressivement le fracking dans son état d'ici 2025. Et bien qu'il ait fait face à des pressions colossales, notamment par la Western States Petroleum Association, qui a dépensé plus de 10 millions de dollars pour influencer les législateurs locaux, Newsom, il a tenu bon. Il a été soutenu par une forte mobilisation écologiste et il a réussi à faire passer sa loi. Et tenir bon, c'est exactement ce qu'on a fait chez Green Got. Et pour le meilleur, puisque vous êtes des centaines à nous rejoindre tous les jours et à faire d'une pierre deux coups, booster aux finances en prenant soin de la planète et en étant fiers de le dire à vos enfants et à vous-même. Donc si vous souhaitez vous aussi nous rejoindre, vous pouvez juste télécharger l'app Green Got et créer gratuitement votre profil. Je vous mets le lien en description. Et si vous voulez voir d'autres décryptages, abonnez-vous, ça nous fait toujours très plaisir.